Écrivain, chroniqueur à Valeurs Actuelles, longtemps éditeur aux éditions de la Table Ronde, son œuvre littéraire couronnée de nombreux prix compte pas moins de 30 romans et essais. De D'Artagnan à Don Juan, de Siménon à Elvis, en passant par Jacques Chirac, mai 68 et le rugby, son œuvre variée reflète une personnalité riche et truculente. En 2004, il prenait la défense du catholicisme et réaffirmait son identité chrétienne dans Le Dieu de nos pères, paru chez Bayard. Et aujourd'hui, c'est une véritable déclaration d'amour qu'il fait à notre pays avec le dictionnaire amoureux de la France qui vient de paraître chez Plomb. Nous sommes ici pour découvrir le visage inattendu de la personnalité de Denis Tillinac. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur KTO, dans VIP. J'ai commencé en disant écrivain. Après, j'ai dit chroniqueur, après j'ai dit éditeur, mais j'aurais mieux fait de commencer par journaliste, parce que c'est votre premier métier. Moi, j'ai été journaliste, j'ai été éditeur, c'est chroniqueur, c'est des métiers. On reste Écrivain, c'est pas un métier, c'est une raison d'être, c'est une façon d'être, c'est pas un métier. Il aura fallu tous ces métiers-là. Écrivain, vous avez commencé à Tulle, comme localier. Journaliste, oui. Journaliste, pardon, d'abord journaliste, ouais. Éditeur. Qu'est-ce que vous m'avez dit après? Je suis chroniqueur. Chroniqueur. Oui. Pour finalement le grand chef-d'œuvre qui est le fait d'être écrivain. C'est une formation ou... Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, c'est une raison d'être. C'est un mode d'existence, un mode d'expression. On se sent écrivain probablement au détour de l'adolescence. On est mal dans ses pompes, on est mal dans sa tête, on est mal avec autrui, on est mal dans son siècle. On se sent à côté d'un peu tout, et donc on a ce mode d'expression qui est une forme de poésie, mais on est écrivain qu'après 10, 20, 30 livres, quand l'imaginaire ayant vidé son petit sac ou son gros sac, bon, ça finit par constituer quelque chose qui ressemble à un destin. Et là, par souvent, on finit par être adossé à quelque chose qui ressemble à une œuvre, bonne ou mauvaise. On est écrivain pour se relier aux autres ? Oui, on t'en déperche, on écrit toujours à un être imaginaire, à une espèce de lecteur idéal. Dans mon cas, c'était plutôt une lectrice d'ailleurs. On écrit pas pour soi, ou alors c'est du narcissisme, c'est de l'onanisme, c'est ridicule. On écrit toujours pour l'autre. Oui, c'est une perche qu'on tend, c'est une façon de conjurer un malaise, une solitude, un manque, une insuffisance, de répondre à une aspiration comme ça, plus ou moins vague. Et justement, après une trentaine d'ouvrages, après... Oh là, on peut dire aujourd'hui une carrière d'écrivain. Vous pensez que c'est... Alors, pas un métier, c'est surtout pas un métier, pas une carrière, c'est des mots, c'est des gros mots, pardon. C'est des gros mots, oui. C'est des gros mots. Après un parcours. D'écrivain, qu'est-ce que vous en attendez encore de l'écriture aujourd'hui? Je sais pas. Ça reste un besoin, en tout cas. C'est plus que ça, c'est vraiment ça reste une raison d'être. C'est vraiment ma raison d'être. Je me suis jamais perçu comme autre chose qu'un écrivain français. Mon ambition aurait été d'être un grand écrivain français, francophone. Comme qui, Chateaubriand ? Je crois être un bon écrivain mineur, un bon styliste. Peut-être que le temps des écrivains majeurs est révolu, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe occidentale, parce que l'histoire, avec un grand H majuscule, enluminé comme ça, ne souffle plus sur des pays en paix, démocratiques, comme ça, où chacun a tendance à tourner autour de son nombril et où les grands thèmes lyriques, tragiques ou dramatiques ne se présentent plus à la plume. Vous avez dit, il y a quelques minutes, secondes, que vous n'avez pas, et vous le redites d'ailleurs... Dans quoi vous le redites? Est-ce que je crois que c'est dans le dictionnaire amoureux de la France que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas né dans le bon siècle. Vous n'auriez pas voulu naître au XXe. Ouais. Ça veut dire que vous auriez voulu naître à quel siècle exactement? Dans quelle époque? Oui, c'est peut-être une illusion. Hein. Je vous offre la possibilité de naître à un autre siècle. Saisissez-la. Non, mais je la saisis tout de suite. La première moitié du XVIIe en France, ou bien le grand XIIIe siècle, le temps de Saint-Louis, le temps des cathédrales, des croisades. Oui, je me dis que ça aurait correspondu davantage à mon tempérament, mais il est possible qu'en ce temps-là, d'abord, il aurait fallu naître du bon côté de la barrière sociale. Et là, la frontière était vachement étanche. Puis je me dis que peut-être j'aurais été aussi mal dans mon siècle. Oui. Parce que dans ma peau. Si vous pouviez être plus que vous-même, qui seriez-vous ou que seriez-vous? Plus que... J'allais dire le même en mieux. Bah oui, justement, ça donne quoi le même en mieux? C'est... Proust aurait donné l'idéal. Bon, l'idéal, c'est la sainteté ou l'héroïsme. Hein.
C'est la même chose, la sainteté et non, l'héroïsme? mais c'est les deux pôles de l'idéal tel que l'a forgé la civilisation occidentale judéo-chrétienne. Moi, je sais qui vous auriez été. Vous auriez été D'Artagnan. Ah oui, D'Artagnan c'est ce que je voulais dire quand je disais le même en mieux. Voilà, mais il m'a manqué les trois copains, et puis il m'a manqué un siècle moins trivial que cette deuxième moitié du XXe siècle dans lequel je suis né. Je veux pas m'en plaindre, c'est probablement la période la plus prospère, la plus paisible et la plus commode de l'histoire de France. C'est celle qui m'a vu naître et grandir. Mais c'est pas la plus enthousiasmante. C'est vrai que D'Artagnan résume à peu près tout. La France qu'il a servie, c'est celle que j'aurais voulu servir. Les copains qu'il a eus, c'est ceux qui m'ont manqué pour faire de ma vie ce que j'aurais voulu en faire, quelque chose de plus empanaché, vivre à la diable ou des beautés. J'ai essayé. Vous dites c'est la substance de mon éthique, de mon esthétique, de ma politique. Voilà, c'est-à-dire le grand frère que j'aurais voulu avoir, le complice que je n'ai pas eu. J'étais encore à Auch la semaine dernière. Je regardais la statue de D'Artagnan comme ça au pied de la tour d'Armagnac, de la cathédrale et de l'ancien palais épiscopal, et je me disais quand même, oui, qu'est-ce qui t'a manqué pour pas complètement avoir le regret d'avoir loupé ta vie, quoi, de pas en avoir fait quelque chose vraiment de beau et de romanesque. Alors, on se trouve toujours excuses, on se dit on n'a pas trouvé Athos, Aramis et Porthos. Peut-être que... Attendez, ils vont peut-être arriver. Peut-être que j'en étais pas capable, je sais pas. Ils vont peut-être arriver, vous avez encore pas mal de temps devant vous, quand même, je ne cesse pas d'espérer, mais c'est vrai, je suis un écrivain français, c'est pas tout à fait comme un autre écrivain depuis le Voltaire de l'affaire Calas jusqu'à Sartre, en passant par le Zola de l'affaire Dreyfus. On voudrait être à la fois le grand thaumaturge, l'espèce d'intermédiaire entre l'homme ordinaire et l'invisible, celui qui défend la veuve et l'orphelin, celui qui défend le vrai, le bon, le beau contre les puissants. On voudrait être tout ça, c'est-à-dire on voudrait s'engager dans l'histoire, mais la vraie histoire. Moi je voulais être écrivain, oui, mais comme Chateaubriand dans ses exils, comme Malraux en Indochine, comme Graham Greene en Afrique pendant la guerre dans l'intelligence service, comme Byron en Grèce pendant les guerres d'indépendance. C'était ça que je voulais. Et ça, j'en ai été privé par le fait que la seule cause, je voulais une cause, la seule cause qui s'est proposée à ma génération, c'est la cause du marxisme révolutionnaire. Et comme j'étais l'incroyant de cette cause, ça m'a privé d'action. Et tout mon destin d'écrivain est là. Donc j'ai une espèce de repli dans l'intimisme parce que mon incroyance par rapport à la dogmatique ambiante vous a mis en décalage par rapport à votre génération. Et donc j'étais privé d'action. Vous étiez un grand admirateur à 20 ans de Balzac. Toujours, ouais. Toujours. François Mauriac aussi a beaucoup énormément, à l'adolescence encore. Compté pour vous. Vous êtes même allé faire vos études à Bordeaux parce que Mauriac était de là-bas. Non, mais en grande partie. Vous avez souvent suivi les écrivains, vous, en France. Je me revois avec mon Solex rôdant autour de Malagar, et puis de la gare de Langon, parce que plusieurs romancistes passent, Sort, Argelouse, Saint-Symphorien. J'ai même ramené de Saint-Symphorien, qui est le théâtre du Mystère Frontenac, un marron, qui est tout sec maintenant, qui est toujours sur ma cheminée. Mais Mauriac, c'est pas un écrivain majeur, quand même. Aujourd'hui, on le lit plus beaucoup. Non, c'est pas le plus grand écrivain du XXe siècle, c'est le plus, si j'en ai conscience, c'est le plus cher à mon cœur, parce que, tu vois, il y a cette ambiguïté, l'appel de la pureté et puis l'appel de la chair dans le cœur d'un adolescent à la fois indocile et quand même chrétien. Il y a de ce déchirement. Bon, puis la plainte des pins, la plainte du vent à la cime des pins, moi c'était les châtaigniers en Corrèze. Mais donc, c'était un miroir où je retrouvais mes affres d'adolescent. Vous dites dans Le Dieu de nos pères, paru chez Bayard en 2004, quand on a dans le même temps la foi en la vie éternelle, ça on y reviendra, des aptitudes aux péchés les plus capitaux et un sens aigu de sa propre contingence, on prend la vie au débeauté, on s'y embarque à la légère et si ça tangue, on s'en remet à Dieu. C'est ce que vous avez retrouvé un peu chez Mauriac, c'est ça qui vous... c'est ce que j'ai retrouvé surtout après chez D'Artagnan, oui. Chez D'Artagnan encore plus. Oui, j'ai quand même... Comme très différent. J'ai un sens assez aigu de ma propre contingence, alors donc de celle de mes contemporains aussi. J'ai l'impression que la comédie sociale, je la vois défiler autour de moi un peu, vous savez, comme quand on est dans un train, on regarde passer les paysages qui défilent, et derrière une vitre embuée par la pluie. J'ai l'impression que tout ça est un peu irréel. La comédie sociale, la comédie
politique, la comédie de pouvoir, que ce soit le pouvoir médiatique, voire littéraire, tout ça n'existe pas trop, quoi. Vous parlez comme un homme qui a perdu ses illusions. Non, j'ai perdu aucune de mes illusions, mais parce que je n'ai jamais projeté d'illusions dans le champ social. C'est pour ça que je ne pouvais pas être de mèche avec ma génération. J'ai jamais eu le moindre attirance pour mai 68. Oui, non, mais pour une mythologie de salvation idéologique. Je sais bien on changera l'homme quand on changera le cœur de chaque homme. C'est pas en changeant les structures sociales qu'on change quoi que ce soit. Et donc en mai 68, ils voulaient changer la société. Vous aviez 20 ans, hein. Par le biais de la politique. Je savais qu'au mieux, ça donne rien de bon. C'est ce qui est arrivé. Ça donne les bobos d'aujourd'hui, sceptiques et cyniques. Et au pire, ça donne un totalitarisme. Donc j'ai refusé tout net de devenir, comme tous mes copains, un Mao, un trotskiste, un Situ, et tout ça. Et Dieu sait que j'étais au moins aussi anarque. Vous dites, on commémore cette année les 40 ans de mai 68, que mai 68 n'avait pas de quoi soulever une âme, un cœur peut-être, un esprit sans doute, une âme en aucun cas, rien qui ne puisse soutenir une espérance. Non, parce qu'il n'y avait pas d'idéal, il n'y avait pas de vraie étoile dans le ciel de leurs idées rédemptrices, et je le sentais bien. Et derrière le gaucho, soi-disant généreux, je voyais déjà poindre le bobo égocentré, sceptique, qui est maintenant un sexagénaire, qui s'accroche à ce qui lui reste de pouvoir et qui empêche votre génération, ma chère, de le prendre, ce que vous devriez faire, ce que je vous invite à faire, sans ménagement. On va prendre le pouvoir. Pour la mienne génération. À quoi il ressemblait le petit Denis Tillinac vers l'âge de 6-7 ans? Il était sympa comme gamin? Ça, faudrait demander, c'est pas... Il aurait fallu demander à ma mère. Faut pas demander à mes sœurs, parce que je leur tapais tout le temps dessus. J'étais l'aîné, il y avait 2 sœurs qui avaient une complicité de petites filles, donc ça m'exaspérait. Déjà, je fuyais la réalité. Je supportais pas l'école. Je me racontais des histoires. Je me voyais en train de m'évader. J'habitais un quartier de Paris proche du zoo de Vincennes et je rêvais que j'allais au zoo, que j'ouvrais toutes les grilles et je m'enfuyais dans la jungle avec les animaux. Ouais, c'était un désir de liberté qui vous caractérise toujours. Hein, si vous habitez à la campagne, à 4 heures de Paris... Plus 1 heure de voiture. Comment ? Plus 1 heure de voiture. Ça fait 5 heures de Paris. Ça fait 5 heures de Paris, ouais. Alors que Paris, quand même, votre lieu de travail, Oui, puis c'est la capitale de la France. Ouais, je lis dans le dictionnaire amoureux, ce flux et ce reflux, ce ressac entre Paris et les provinces, les pays, au sens où Fernand Braudel le disait, c'est une des singularités de notre pays. J'aime les deux. Je revendique la double citoyenneté. Je suis très bien à Paris, c'est la plus belle ville du monde. C'est une amante plutôt qu'une épouse légitime. Hein. Voilà, votre épouse légitime, elle est plutôt en Corrèze. C'est mon village. Dans votre petit village, c'est Aurillac, c'est ça? Ouais. Donc vous dites que, évidemment, c'est le plus beau village du monde. De loin. Juste après le mien, ça nous n'en douterons pas. Et vous... attendez, qu'est-ce que vous dites de très joli sur Aurillac aussi dans le dictionnaire amoureux de la France, il va falloir que je le retrouve, voilà. C'est mon village, le théâtre initial de mes fantasmagories, le confident de mes émois narcissiques, c'est le plus beau village du monde. Évidemment. Oui, c'est un village où vous êtes... Dites-moi si je me trompe. Disons qu'à Paris, vous êtes dans l'efficacité et que dans votre Corrèze, à Aurillac, vous êtes dans la fécondité. Est-ce que c'est vraiment plus cette différence-là? Un peu ça. Dans la Corrèze, je suis dans une temporalité qui renvoie plus à la mémoire longue de l'histoire de France. Hein. J'ai l'impression d'être dans ces âges où l'antique ruralité vivait au rythme des saisons, avec une distribution du temps scandée comme ça par l'Angélus. Le clocher du village sonne les heures, il les égrène comme ça. Des choses un peu éternelles, finalement. Et voilà, c'est les mêmes depuis mon enfance. Et donc, le temps me dépossède pas, au contraire, j'ai l'impression qu'il me rapproche de l'éternité. Ici, à Paris, bon, c'est un peu plus chaotique, mais c'est la capitale mirifique à laquelle rêvent quand même tous les provinciaux. Et moi, je suis pas partisan des régionalismes qui s'enferment dans des fils de barbelés culturels, qui disent « moi je suis occitan, moi je suis breton », et je trouve ça con. Je crois qu'on a besoin des deux et que toutes les routes, tous les chemins de fer convergent vers Paris. Les illusions, les ambitions, et ils vont souvent s'y brûler les ailes, parce que c'est une maîtresse capricieuse, glaciale, qui coûte cher, des fois méchante, Paris,
Et alors, on repart un peu dans sa province comme une mouette blessée qui se fout dans sa rocher. Et puis là, on découvre qu'il y a du bonheur en province, dans nos provinces. Parce que c'est tellement varié, c'est extraordinaire. Je suis amoureux de la France charnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a Parce que vous la sillonnez. Oui, je la sillonne. Et jamais, pour aller d'un point à un autre, je prends la même route. J'aurais trop peur de louper un petit clocher roman, un manoir comme ça, serti au creux d'un vallon. J'aime ce pays où vous passez du Vexin au pays de Bray, de Bray au pays de Caux, du pays de Caux au pays d'Auge, du pays d'Auge au pays d'Ouche. Vous êtes toujours dans la Normandie. C'est pas les mêmes visages, c'est pas les mêmes architectures, c'est pas les mêmes paysages. C'est partout comme ça en France. C'est une damasserie absolument formidable de paysages et puis de monuments. Élie Faure l'a dit mieux que moi depuis longtemps. La suprématie de la France en termes architecturaux depuis l'aube du roman jusqu'au XXe siècle, pas beaucoup d'architecture moderne, est extraordinaire. C'est bien beau. J'ai vu que le président de la République s'est baïssé, comme des millions de touristes d'ailleurs, il y a un mois, en allant voir le Taj Mahal, n'est-ce pas? Ah oui, le Taj Mahal. Moi je connais oui. le Taj Mahal, bon, c'est bien, mais enfin à côté de Versailles, c'est un gâteau chantilly avec un peu de sucre glacé. Ça ne tient pas la distance. On va revenir à quelque chose de plus simple, à votre village d'Aurillac, où il y a un cimetière dans ce village avec vos ancêtres, et vous savez très exactement en centimètres près où vous... Mètres près. Mètres près. Oui, au mètre près. Parce que des fois, s'il est... reposer. C'est comme si j'y étais déjà. Et finalement, il y a quelque chose de serein chez vous qui transparaît par rapport à ça, par rapport à l'idée de la mort en tout cas. Oui, ça donne une espèce de contingence. C'est vrai que le soir, je me balade toujours après avoir bouquiné au coin du feu avant de me coucher, puis je passe devant ce cimetière où il y a mon père, mon grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, comme ça. Le caveau de famille, quoi. Comme un millefeuille, un peu, les caveaux de famille. Et bon, je sais où je serai. Oui, je ne dirais pas que je m'y vois déjà, ça n'a rien de macabre, mais c'est un peu comme si j'y étais déjà. Ça me donne l'impression quand même que je vis quelque chose de tellement éphémère, qu'on ne va pas surévaluer son importance non plus. En même temps, c'est tellement miraculeux d'être là, puis en plus d'être là, enraciné dans ce village où tout est beau, d'avoir eu la chance de vivre dans un pays prospère, riche en paix, le plus beau du monde, où malgré tout le tempérament français donne la sociabilité la moins métallique, avec ses défauts la plus lourde, où la féminité française est la plus finalement désirable du monde, même si des fois on le paye cher. Enfin bref, j'estime que je jouis de tant de privilèges que j'ai au moins un devoir, c'est d'être heureux. Alors vous, justement, qui êtes homme de la jouissance, de la vie, de la truculence, et ça ressort complètement à travers votre dictionnaire amoureux de la France, l'idée de la mort, on sent qu'elle ne vous fait pas peur. Mais vous l'envisagez comment? Et le croyant que vous êtes... Il ne faut pas faire le mariole. La mort, on y pense quand même. Et bien puis, sûr. Non seulement la mort, c'est ça, d'y penser. Le vieillissement, l'infirmité. Qu'est-ce que je vais devenir dans une société où le quatrième âge pose un problème inédit dans l'histoire du monde? Bon, il ne faut pas... Puis la peur de la mort, on en parle avec désinvolture quand on est bien portant. Bon, peut-être quand elle approche de près, on la regarde avec un regard un peu plus anxieux. A priori, non, pas trop, parce que j'ai l'espérance d'une... Je pense que quelque part, hors l'espace-temps, une réalité moins fallacieuse dont je n'ai pu apercevoir que des tout petits reflets, comme une flamme qui vacille de temps en temps, comme ça dans la nuit de mes incertitudes, mes expectatives. Il y aura, tout ça sera élucidé, oui, je le crois. Et si je ne le croyais pas, d'ailleurs, je serais devenu fou ou cynique. C'est parce que c'est quand même dans la société, ceux qui réussissent, c'est toujours les plus salauds, les plus tricheurs, les plus cruels, les plus inconsistants. Il y a un côté très cathare chez vous quand même. Non, mais faut bien reconnaître les qualités qui font qu'on est un gagneur dans la compétition sociale sont pas les qualités d'un honnête homme, sont pas les qualités d'un chevalier, sont pas les qualités d'un chat. Il faut faut faire quand même pas mal de saloperies. D'accord. Alors moi qui ne reçois que des gens connus dans cette émission, ça me pose question ce que vous êtes en train de me dire. Vous leur répétez pas, et puis vous faites semblant de considérer qu'ils sont honorables. D'ailleurs, une part de mêmelé, on a tous une part un peu frelatée. C'est Einstein qui disait qu'on avait tous au moins 5% de bons chez nous. Oui, voilà. Il suffit de savoir les mettre en valeur. Oui, ce pourcent était peut-être optimiste. Allez, bon. En tout cas, vous avez une espérance pour... Oui. Après la mort, et c'est vraiment une valeur pour vous. C'est un peu la foi du charbonnier, quoi. Alors je l'ai étayé intellectuellement, j'ai lu les théologiens
qu'à l'âge adulte, on essaie d'étayer un peu tout ça. Puis on se pose des questions métaphysiques, parce que la dogmatique catholique a des côtés déroutants. Bon, on essaie on voit ça un peu autrement, mais c'est plutôt la foi du charbonnier que la foi du savant. On peut vivre à Sodome, à Paris, à Gomorrhe, à New York. On peut vivre partout avec de l'espérance dans sa besace. Oui. Est-ce que vous avez au fond des poches, ça, de l'espérance? Ce que j'ai au fond des poches, oui, ça me permet. Je me sens bien partout. Et peut-être aussi parce que je suis français, que je suis enraciné quelque part, que je sais que la comédie finira là. C'est que mon pays, je le retrouverai quand j'étais... ça compte quand même à voir. C'est pour ça que je comprends ceux qui sont français difficilement, parce qu'ils viennent d'ailleurs, qui sont dans des conditions sociales compliquées. Le Rebeu, qui est une banlieue pourrie, qui se sent pas bien dans ses ponches. Je comprends. À son âge, j'étais pas mieux. Je les comprends très bien. Il se sentira, ou lui, ou ses enfants, il finira par se sentir français. Il saura, mais vous êtes catholique, vous le revendiquez, un catholicisme hérité de l'enfance, hein, vous avez été élevé par les oratoriens, même si vous en virez. Cela dit, non, à l'école laïque, c'était ma faute, c'était pas la leur. Oui, voilà. Mais vous avez été enfant de cœur, etc. Vous avez rechoisi votre religion, vous l'avez étayée comme vous nous le dites. Mais en même temps, c'est super ringard d'être catho en France. Vaut mieux être, je sais pas, moi... C'est plutôt la libre pensée qui commence à être ringarde. Quand je vois maintenant, on redécouvre un peu, pour de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, l'importance du religieux. Je vois des gens qui sont des amis, que j'aime beaucoup, comme Régis Debray ou Max Gallo, qui sont en train de... Qu'aurait pu faire ce dictionnaire à votre place, d'ailleurs. Oui, alors j'y ai pensé. Figurez-vous, quand on m'a... Je finis mon raisonnement, puis je répondrai. Après. Bon, on découvre la région, pourquoi? Parce que par le fait que 3 ou 4 millions de nos compatriotes sont musulmans, et que l'islam n'a pas très bonne presse en ce moment à cause du terrorisme et du radicalisme islamique, on découvre le religieux. On a peur, on découvre ça. Et du coup, une espèce d'ultra-laïcisme ressurgit, qu'on va arriver comment dirais-je, des catacombes des années 1900-1905, la lutte entre l'Église et l'État, où le tort était partagé dans la violence réciproque, et même la connerie réciproque, l'intolérance réciproque. Moi, je trouve que c'est les laïcards qui sont ringards. Je trouve profondément ringardos, parce que personne ne souhaite une théocratie en France, personne n'en est menacé. Donc, non, je crois qu'au contraire, dans un moment où on a pris conscience que l'homme, peut-être, ne peut pas vivre sans religiosité. La religiosité n'est pas la foi. Sans transcendance, vous voulez dire? Oui, sans religiosité. Parce que ce que vous expliquez dans le Dieu de nos pères, c'est que la morale catholique, oui, mais alors sans Dieu. Non, pas la morale. Comment ça? Que les gens veulent bien, les valeurs catholiques on aime bien, la morale catholique on aime bien, mais s'il vous plaît, ne mettez pas Dieu là-dedans, ça nous gêne. Surtout pas de transcendance. Oui, c'est-à-dire qu'une morale sans transcendance... Ils veulent bien être sceptiques parce que c'est l'attitude intellectuelle dominante, hein, une espèce de le pape actuel appelle ça relativisme, il a assez raison. Bon, et en même temps, on voudrait quand même qu'il y ait un minimum de morale pour qu'on leur pique pas leur bagnole, qu'on n'aille pas cambrioler leurs appartements. C'est tout ce qu'ils demandent à sauter. Mais non, ça marche pas. Si on croit pas en Dieu, la morale qui en est induite, on n'a aucun sens, on n'a aucune raison de la respecter. Ça colle pas du tout. Dans l'âme d'un catho cohabite le respect de la tradition, l'appel de la révolte et ce vent d'anarchisme qui souffle si fort dans les évangiles. C'est pas l'image que les gens ont des cathos en général. Oui, parce que le catholicisme a eu partie liée avec l'édification d'une société, même plus qui a fait moi j'ai beaucoup de gratitude, la civilisation occidentale lui doit beaucoup. Mais le versant négatif de la chose, c'est que le catholicisme a été identifié, l'Église catholique a été identifiée au pouvoir politique, sous sa forme monarchique pendant très longtemps, dans la plupart des pays occidentaux, et puis après, je dirais même à l'élite sociale. Hein, c'est le catholicisme et au puritanisme moralisant. Hein, notamment, il y a une période entre la moitié du 19e siècle et les années 60 où le catho, il était répressif, il était coincé, il était doloriste, il était culpabilisant, excusez l'expression, mal baisé. Il y avait ce côté-là. Complexé. Un peu, complexé. Il était boutonneux, il avait peur du corps. Bon, c'est un tout petit moment d'un tout petit segment géographique de l'histoire de la catholicité. C'est quand même 20 siècles, 5 continents. Sûr que le catholicisme brésilien n'est pas comme ça, par exemple. Il y a plus de catholiques en Amérique du Sud maintenant qu'en Europe. Vous dites la sainteté, l'héroïsme, l'ascèse, la piété, la tradition, la charité ne sont pas modernes. Elles postulent une transcendance et ne poussent pas à la consommation. C'est vrai que c'est pas très dans l'air du temps. Oui, la société, les valeurs économiques, si tant est que ce sont des valeurs
lequel on motive les gens par la pub en permanence, comme ça, puis même par le discours en mieux, y compris le discours des politiques. Gagnez plus, travaillez plus, produisez plus, consommez plus. Bon, il est bien évident qu'on incite les gens à être de plus en plus prédateurs, avides, égocentrés, à percevoir l'autre comme un adversaire dans une espèce de guerre économique, et que c'est absolument antinomique avec les valeurs, prônées par les évangiles, et j'irai aussi avec les grandes valeurs de la chevalerie, sur lequel quand même l'idée idéale de l'homme s'est forgée dans la civilisation européenne. C'est antinomique, c'est vrai dans les écoles supérieures de commerce, y compris l'ESSEC, qui pourtant était contrôlé par la catholicité longtemps. On apprend à se démerder dans la vie économique avec des valeurs qui tiennent plus de la débrouille, de la tricherie que du sens de l'honneur et de la gratuité. Oui, non, les valeurs que je promeus, que je crois être, qui donnent de la noblesse à l'homme, elles sont antinomiques aux valeurs de la compétition économique. Oui, il faut le dire. C'est vrai. Mais elles existeront quand on ne parlera plus d'économie. Parce que l'homme sera plus l'homme, sinon il va devenir un espèce de fauve complètement amoral. On s'en rapproche. Votre catholicité, elle est très présente quand même dans le dictionnaire amoureux de la France. Il y a tout. Si, parce que il y a les hussards noirs, tiens. Dieu sait qu'ils étaient anticléricaux. Vous mentionnez Cîteaux, par exemple. Vous mentionnez des grands saints, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc. Vous citez vos... Alors, il y a un moment, il y a un article qui est très rigolo. Il s'appelle Sainte, entre parenthèses, 2. On se dit, tiens, il va nous parler de la ville de Sainte. Mais pas du tout. C'est deux saintes. Oui, c'est mes deux petites saintes du 19e. Sainte Bernadette. Bernadette et Thérèse, je les aime bien. Et Sainte Thérèse, des saintes sans fioriture, comme vous le dites, très différentes l'une de l'autre. Ouais, une plus conceptuelle, parce qu'elle a un milieu plus bourgeois, et l'autre plus rustique, à qui la Vierge s'adressait en patois bigourdant. Bernadette, bon, tout ça me touche beaucoup. Ces deux petites saintes, je les aime beaucoup. Elles sont pas faites de vieux os. Elles ont vu la Vierge, et puis elles s'y sont vouées avec une confiance, une candeur. On a tous une part de candeur. Ça ressemble un peu à ma foi du charbonnier, quoi. Je me retrouve peut-être davantage dans elle que chez les grands théologiens que je lis par ailleurs. Je les aime beaucoup. Et puis, toutes les deux, c'est marge d'une province. Toutes les deux, à l'adolescence, à cet âge où on est où tout est si compliqué, toute cette complexité, Dieu sait que je l'ai éprouvée comme ado, c'est résolu en elle, hein, par la confiance et l'abandon. Tout ça me touche beaucoup. En même temps, vous parlez de théologien, il y a quand même quelqu'un qui compte aussi dans votre vie, c'est Teilhard de Chardin, d'une part, Pascal et Teilhard de Chardin. Les Auvergnats, c'est presque de chez moi. Ah, c'est uniquement parce qu'ils sont auvergnats? Non, pas du tout, c'est pas parce qu'ils sont auvergnats. Non, c'est les deux pôles, un peu, comment dirais-je, de ma sensibilité théologico-religieuse, quoi. Alors, qu'est-ce que chacun vous apporte? Pascal, quand même, c'était... je sais pas comment vous dire, c'est les... Bon, ça tapisse ma métaphysique, quoi. C'est les confins, hein. On peut pas... Bon. D'où on vient, ça rime, qu'est-ce que c'est que l'absolu, qu'est-ce que c'est que le néant, hein. Il pose des balises qu'on ne peut pas détruire, on peut le contourner, Pascal, on peut pas le détruire, quoi. Bon, et Teilhard de Chardin, et en même temps, c'est quand même pénétré d'un jansénisme à la fois austère, presque désespérant, quoi. Parce que moi, je l'aime, mais je suis avec les jésuites contre les jansénistes sur la grâce. La grâce est donnée à tout le monde, et pas à une élite comme ils le croyaient. Teilhard, c'est quand je suis optimiste, un auto-auvergnat, moins austère. On va quand même vers plus d'esprit, plus de lumière, l'homme va se spiritualiser, va prendre conscience de plus en plus sur cette petite planète de l'unité de son destin, et le temps de la prédation va disparaître, et puis c'est comme ça que petit à petit, il y aura une espèce d'assomption, une fin du monde, et puis tout s'explicitera. Alors ça, c'est quand je suis optimiste, je l'ai lu, et d'ailleurs je trouve que l'Église catholique officielle... a été dure avec lui. Bon, elle était scandaleusement idiote, et elle continue, j'espère. C'est la messe sur le monde, il y a un petit peu du mal à comprendre le soleil hostile et tout. Oui, je sais bien, oui, le point alpha, le point oméga, oui, mais bon, il faut pas que... Bon, mais l'Église, je la prends comme elle est, je reste un troupier de base, je lui resterai fidèle, mais enfin, faut pas qu'elle continue à louper les pensées qui peuvent lui permettre de surmonter. Elle a exprimé dans chaque moment, avec la culture de son moment, une
vérité. Et cette vérité, il y a le noyau qui reste valable, et puis il y a la gangue qui est culturelle et qui dégage en même temps que son temps. Bon, elle a loupé Galilée et Copernic, elle a loupé Darwin, elle a loupé Freud, récupéré au nez grâce à des types comme Teilhard. Faut pas qu'elle continue. Il y a bien un jour où il faudra à nouveau un aggiornamento théologique pour qu'elle ne soit pas ridiculisée aux yeux des penseurs du futur. Il y aura des choses qui seront perçues comme des vieilleries qui ne tiennent pas à l'intégrité du dogme. Il faudra élaguer. Vous savez, Churchill disait, je suis conservateur, il faut couper des arbres pour que la forêt soit plus belle. Voilà, c'est pareil, il faut élaguer dans le dogme pour que la lumière évangélique soit plus visible. Alors je parlais de Citeaux aussi. Vous dites on comprend mal le tempérament français si on occulte l'influence du monachisme depuis Saint-Martin et Saint-Hilaire. Et un peu plus loin, j'ai conscience d'une dette considérable à l'égard de Citeaux, en tant qu'écrivain aussi et en tant que Français. Oui, en tant qu'écrivain, artiste qui essaye de l'être, en tout cas, comme tous les écrivains français, Pascal en particulier, vise à une espèce de rétention, de rigueur. Tous les artistes, notre baroque n'a pas les exubérances du baroque de Bohème ou d'Italie, comme si quelque chose voulait combattre notre propension au bordel, à l'anarchisme, parce qu'on est des Gaulois, on est bordéliques, mais on aspire à l'harmonie, à la rigueur. Et ça vient, en tout cas, ça se matérialise, ça se reflète dans l'art cistercien, qui est l'art minimum, à atteindre à de plus en plus d'altitude, de pureté, d'élévation, de pureté, d'élévation, exprimer ça de plus en plus, très fortement avec les moyens les plus économes et l'absence d'ornementation, quoi. Juste la feuille d'eau. Vous avez caressé, vous, l'idée d'être moine? Peut-être plus pour une raison esthétique que... Non, pour raison esthétique. En tout cas, oui, la fascination qu'exercent les moines sur vous vous a touché. Oui. Qu'est-ce que je respecte, qu'est-ce que j'ai admiré dans ma vie? J'ai admiré dans mon enfance De Gaulle. J'ai admiré ces êtres qui déjouent la pesante, qui ont l'impression de déjouer la pesanteur que sont les grands artistes du sport. Pelé, Copa en football, et frères Boniface ou Gachassin en rugby. Et puis j'ai admiré quelques héros d'aventure comme D'Artagnan avant tout et le capitaine Fracasse. Mais c'est les moines quand même, les moines, plus que les prêtres séculiers, les moines, parce que faire converger, j'ai toujours senti en moi, je veux dire, tant de désirs, tant d'émotions, tant de choses que j'ai essayé de restituer dans des poèmes, dans de la littérature, dans l'expression de ma vie personnelle. Arriver à faire converger ça vers cette rigueur sublime à travers des heures qui sont ritualisées, qu'on essaie et faire converger ça vers Dieu, je trouve ça, il n'y a rien de plus admirable. Et bon, mais j'en étais pas capable. Cette espèce de dissémination, arriver à la rassembler, faire du multiple de l'un, et eux, ils atteignent à ça et ils ont du pot. Et moi, j'en étais positivement incapable, ne serait-ce parce que j'étais... Vous y avez quand même pensé sérieusement? Oui, sérieusement. La dernière année de mon temps, comme disait mon grand-père, on faisait son service militaire après ses études, puis après on était censé rentrer dans la vie adulte. J'avais aucune envie d'être un adulte. J'ai toujours la même hantise. Je crois que de ce point de vue, voilà au moins un péril que j'aurais conjuré. Allez-y, Peter Pan, parlez-moi. Eh ben, j'ai pensé sérieusement, mais j'étais amoureux tous les 3 mois. En plus, jamais de la même. Difficilement compatible. Donc, il y avait, comment dirais-je, l'appel du cotillon m'interdisait un peu la bure, quoi. Mais vous y allez régulièrement? Est-ce que de temps en temps, vous faites des retraites? Vous avez une abbaye un peu de référence comme ça, où vous allez vous ressourcer peut-être? Prier quelques minutes, ne serait-ce que... je rentre souvent dans une église comme ça, prier, ça, tout le temps. Puis d'abord, je rentre souvent dans les églises, les bars. Surtout pas une église moderne. Les églises, les bars et les stades. J'aime beaucoup. Je rentre. Ah oui, d'accord. C'est votre trilogie à vous. Un peu. Mais je peux pas traverser un patelin sans rentrer dans une église. Et je prie comme je peux, brièvement, mais je prie quand même. Et puis, quand j'ai l'occasion, oui, j'aime bien aller rôder comme ça dans un monastère. Je fais pas des retraites. Je sais pas, parce qu'il y a une espèce de pudeur. Je me dis que je la mérite pas. Il faut peut-être... Vous ne la méritez pas? Ouais.
faudrait, pour que ça ait un sens, faudrait vivre comme eux, faudrait respecter la distribution des heures, la liturgie, à l'aune, à matine, à sexe. En général, quand on fait une retraite, c'est ce qu'on fait. Ouais. On se coule dans l'emploi du temps. On en parlera après l'émission, Denis. Je le ferai peut-être, d'accord. Vous dites aussi, mon catholicisme est un bricolage d'amoureux et de poètes, outre le fait que c'est une jolie phrase. Pourquoi un bricolage d'amoureux et de poètes? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la foi, bon. Et puis il y a la religiosité, il y a la culture catholique. Hein, la catholicité a fabriqué de la culture pour le meilleur et des fois pour le pire, mais beaucoup pour le meilleur. C'est ce que jusqu'au XVIe siècle, c'était exclusivement la culture de l'Occident. Après, il y a eu le protestantisme, puis après, il y a eu les temps profanes. Mais enfin, ça imprégnait tout jusqu'à la période les plus récentes. Donc, il y aura de poésie de Racine ou de La Fontaine sans le catholicisme. Il n'y aurait pas eu Chateaubriand sans le catholicisme. Il n'y aurait pas eu de l'art baroque ou romantique sans le catholicisme. Alors, chacun. Alors, on arrive à l'ère moderne, c'est-à-dire à partir de l'antique, dans une conception très individualiste de l'artiste. L'artiste, il est un peu maudit, il est seul face à un monde qui lui est hostile, et il reconstitue avec des bribes de ce qui lui paraît beau, sensible, émouvant. Il se bâtit sa propre cathédrale, et c'est en sens que j'ai dit avec des mots d'amoureux de poète. Donc tout ce qu'on désire par amour et tout ce qu'on trouve beau par la poésie, on s'en fait comme ça une espèce de religiosité, puis on essaie de l'inscrire dans la grande mémoire de la religiosité catholique. C'est ce que j'ai fait un peu, quoi. Mais comme elle m'a été donnée dès l'enfance, c'était facile. Ce qui n'empêchait pas d'être à l'adolescence anticléricale comme tout le monde. Et comme d'ailleurs c'est une tradition de toute l'histoire de la chrétienté, l'anticléricalisme, y compris dans les monastères. Ah bon? Oui, bien sûr. Beaucoup dans le monastère au Moyen-Âge, il y avait le plus grand mépris notamment pour le haut clergé, voire pour le clergé séculier ou pour les chanoines qui s'en foutaient plein les poches et qui ne vivaient pas saintement du tout. Oui, bien sûr, ça a toujours été. L'anticléricalisme des prêtres qui ont été aux États généraux à la Révolution est bien connu. Du bas clergé. Vous avez, vous, des amis moines? Oui. Vous discutez de quoi avec eux, quand vous les voyez? De tout. De tout, mais... oui, de questions religieuses aussi. Moines ou prêtres. Hein, ouais. Oui, moines ou prêtres, les deux, oui. De tout, de théologie, de questions religieuses, de ce que ça signifie d'être clair dans cette société. Moi, je suis très indulgent pour les moines et les prêtres, par exemple, en France. C'est tellement dur dans un monde aussi profondément déchristianisé. Et comme disait Bernanos, il y a encore 50 ans ou 100 ans, les anticléricalismes, c'était une guerre. L'Église était puissante, on les insultait. Non, on les insulte plus, on s'en fout. Le pire, donc, c'est pire, la différence, bien sûr. Et ça doit être dur, cette espèce d'indifférence d'être là. Et donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour les types, les femmes d'ailleurs, qui choisissent, qui obéissent à cette vocation et qui se retrouvent comme ça immergés dans un monde pour lequel le religieux commence à réapparaître comme important, mais malgré tout émerger dans une société très matérialiste. On essaie de construire... Il n'y a qu'un péché, c'est le péché d'orgueil, c'est de croire qu'on est sa propre fin, c'est sa finitude. Or, toute la société vise à construire, y compris les psychologues, y compris les New Age, ces conneries, visent à faire de nous une espèce de bulle complètement finie, pour qu'on soit bien dans notre peau. Or, la dignité de l'homme, en général, du chrétien en particulier, c'est d'être mal dans sa peau, c'est qu'il y ait toujours une écorchure qui nous ouvre vers le prochain. Vous comprenez? Ah oui, c'est joli ce que vous dites. Ah bon, si en plus c'est joli, on a tout gagné. Qui sont le Père Mathieu, l'abbé Espinasse, à qui vous dédiez, entre autres, le Dieu de nos pères, parce qu'il est aussi dédié pour les moines de Tibrine? Ouais, alors Père Mathieu, c'était j'étais un moment élève chez les oratoriens de Saint-Michel de Picpus. Ça, c'était avant qu'il vous vire? C'était avant qu'il me vire. Ouais, mais ils m'ont gardé assez longtemps, quand même. 8e, 7e, 6e, j'ai fait ma communion solennelle. J'ai été premier à l'examen. Il y avait un examen, une espèce de concours d'enfants de chœur. Des concours d'enfants de chœur? Ouais,
Voilà, ouais, j'ai été premier. J'aimais bien ça me plaisait bien. C'était avant la Starac, il y avait des concours d'enfants de chœur. J'étais un cancre insupportable, mais j'étais assez pieux quand même à ma façon. Bref, et il y avait toujours un prêtre qui était un peu notre confesseur, notre directeur de conscience, qui m'a protégé autant que j'ai pu. Si j'ai été viré qu'après la 6e, c'est probablement grâce à lui. C'est votre avocat. Alors voilà, alors après il venait en Corrèze, et puis il a pris sa retraite dans la région d'Avignon, et quand je passais dans le coin, j'allais le voir. Il est devenu vieux, puis malade, puis plus vieux, puis il est mort, donc je l'aimais bien, donc je lui voue une reconnaissance rétrospective. Et l'autre, c'était un oncle de famille qui était chanoine, qui était le prêtre, l'aumônier de 99 pendus de Tulle par la division d'Asreich, qui s'est fait connaître un peu historiquement à ce titre, et qui avait une théologie assez... au moment où je me posais des questions, qui avait une théologie assez douce, assez subtile pour m'avoir rassuré sur pas mal de points. Donc, j'ai beaucoup discuté avec lui, notamment de rapport entre le temps et l'éternité, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, il m'a aidé, il est mort lui aussi. Donc voilà, des prêtres qui m'ont apporté quelque chose. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, mais ces deux-là, ils m'ont apporté beaucoup. On parlait de poésie tout à l'heure. À la page 30 du Dieu de nos pères, vous citez une prière de Francis James, que vous aimez énormément, qui s'appelle Prière pour aller au paradis avec les ânes. Oui, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Alors, je l'ai là. Je ne sais pas si vous voulez la lire ou si vous voulez que je la lise moi. Non, vous la lirez mieux que moi. Bon, alors, je propose de la lire, et vous allez nous dire ce qui vous touche infiniment dans ce texte de Francis James, Prière pour aller au paradis avec les ânes. Lorsqu'il faudra aller vers vous, ô mon Dieu, faites... Ah, ça y est, il me manque une phrase. Ah bah alors, non, je l'ai taillé. Bon, alors laissez tomber, parce qu'il faut... un poème, il faut Attendez, le dire. si, voilà, il manque juste la première phrase. Je désire, ainsi que je fis ici-bas, choisir un chemin pour aller comme il me plaira au paradis, où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton et sur la grande route j'irai, et je dirai aux ânes, mes amis, je suis Francis James et je vais au paradis, car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Je leur dirai... Venez, doux amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries, qui d'un brusque mouvement d'oreille chassez les mouches plates, les couses et les abeilles. Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant, parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. J'arriverai, suivi de leurs milliers d'oreilles, suivi de ceux qui portent au flanc des corbeilles, de ceux traînant des voitures de saltimbanque ou des voitures de plumeaux et de fer blanc, de ceux qui ont au dos des bidons bossués, des ânesses pleines comme des outres, aux pas cassés, de ceux à qui l'on met de petits pantalons à cause des plaies bleues et suintantes que font les mouches s'entêter qui s'y groupent en rond. Mon Dieu, faites qu'avec ces ânes, je vous vienne. Faites que dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles. Et faites que, penché dans ce séjour des âmes, sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté à la limpidité de l'amour éternel. Ouais, je suis désolée pour la première phrase. S'il est un animal biblique, c'est bien l'âne quand même. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette prière ? Tout le bucolisme, la symbolique du type qui monte au paradis, les étoiles en plein jour, avec son bâton sur des sentiers. Comme moi, j'ai besoin de matérialiser toutes mes relations avec la littérature, avec les figures symboliques qui me plaisent. Je connais très bien le pays de Francis James et les environs d'Orthez, c'est aussi les environs d'Asparène où il a fini ses jours. Je revois ces paysages, je les revoyais à mesure où vous lisiez ce poème. C'est la transition, disons, du Béarn au Pays Basque, pour faire court. Et puis l'humilité, ces ânes quoi, qui en foutent des coups. Il y a le mot pitié, quoi. Il y a tout ça. Moi, j'aime beaucoup les ânes, je les vois, parce qu'ils n'ont pas ce côté altier des chevaux. Là, on est dans l'esthétique avec le cheval. Puis on est dans la sauvagerie, on est dans la liberté. C'est autre chose. Est-ce que là, il y a quelque chose d'humble, de soumis, d'attendrissant. J'aime beaucoup, avec leurs grandes oreilles. Et donc, tout me plaît. Enfin, il y a un côté Saint-François d'Assise aussi qui doit vous plaire beaucoup, parce que c'est un saint que vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la nature. Quand je suis obligé d'assassiner une mouche, je me culpabilise pendant des heures. Ah, moi aussi. Ça me met mal à l'aise. Et donc, donc ça me plaît beaucoup. Oui, ma spiritualité est plus proche de Saint-François d'Assise, effectivement, que de Saint-Augustin. Je ne crois pas que l'appel de la chair corresponde à un péché, le moins du monde. D'accord.
Il y a une question qu'on a... Ça vous rassure? Hein? Forcément. Bon. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure. On a parlé de vos amis Régis Debray et Max Gallo en disant ils auraient tout aussi bien pu que vous écrire ce dictionnaire amoureux de la France. Je pense personnellement que ça aurait sans doute été très différent, plus cérébral, je ne sais pas. Ouais, vous avez presque répondu. Cette collection, je l'aime beaucoup, notamment Michel Descastillo, qui est un écrivain que j'admire énormément, a fait un remarquable dictionnaire amoureux de l'Espagne. Puis, il y avait eu le dictionnaire amoureux du vin, ça c'était Bernard Pivot. C'est très récent, il est très bien aussi. Et donc, si vous voulez, je connaissais cette collection, je me disais, il faudra bien qu'il fasse un dictionnaire amoureux de la France un jour. Et puis je me disais, de toute façon, ils ne peuvent le demander qu'à moi. Ils l'ont demandé à moi. Alors, c'est pas vous qui avez intrigué non, d'accord. C'est pas mon genre. Non, j'ai à peu près tous les défauts de la création. Mais quand vous avez été éditeur très longtemps, patron des éditions de la Table Ronde, on se connaît quand même entre éditeurs. C'est l'éditeur Jean-Claude Simoine qui m'a appelé un jour pour me le proposer. Alors certes, des gens comme Max Gallo, Régis Debray pouvaient faire un beau livre sur la France, mais ça aurait été une France, vous l'avez dit, plus conceptuelle, plus poétique. Ils auraient parlé de la République, de la citoyenneté, du vivre ensemble, je sais pas quoi. Pas de la Nationale 7, pas de la baguette, pas du vin. Tout ça existe et n'est pas tout à fait inspiré, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ça pour moi la France. La France, c'est une lanterne magique comme ça où je fais tourner un cocktail de paysages, de figures symboliques, d'écrivains, de monuments, de recoins, de tempérament, de style. On vous taxe un peu de nostalgie. Oui, mais la nostalgie, c'est de mélancolie. C'est l'ingrédient, c'est un ingrédient assez naturel pour un écrivain. Et puis en plus, ça va bien avec les Français. On a toujours, on rêve une France tellement idéale qu'on trouve que la nôtre ne mérite pas la comparaison. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les croisades, parce qu'il y a eu Saint-Louis, même Charlemagne avant. Il y a toujours l'idée que la France a une forme d'universalisme à proposer, pour le meilleur et pour le pire, y compris les Lumières, et voire les révolutionnaires. Et puis, en plus, on est captif de la grandeur Louis XIVienne. Quelque chose chez le buteur le plus ordinaire, c'est que du temps de Louis XIV ou Louis XV, toutes les chancelleries par les Français connaissaient nos classiques. On est captif de l'épopée napoléonienne, quand même. On en pense ce qu'on veut, et j'en aurais pas pensé de bien si je l'avais connu. Mais il les a baladés, hein, Napoléon. Et puis tout le romantisme sans ça, on procède. Donc De Gaulle en a racheté une couche. Donc il y a une espèce de grandeur qui est inséparable de notre idée de la France, et donc elle nous inspire une nostalgie naturelle. Mais qu'est-ce qu'elle a à dire aujourd'hui, la France, ou à apprendre, je ne sais pas, aux autres pays du monde? Rien. C'est quoi sa place aujourd'hui à la France? Elle ne le sait pas, elle l'a jamais su, mais elle sait que jadis, elle a été grande, glorieuse, noble. Oui, tout est dans le passé, quoi. Oui, au secours. Non, c'est le fond celtique, si vous voulez, l'âge d'or est toujours dans le dos. Mais elle peut avoir de l'ambition, enfin, vous la voyez comment, à moyen, à long terme, vous êtes optimiste? Quand je dis la grandeur, c'est pas la puissance. Hein. Oui. Qu'on soit le 3e PIB du monde ou le 27e, je crois que je m'en fous, et je crois que les Français s'en foutent. Hein, veulent un pays dont les dirigeants, ou en tout cas des personnages symboliques, pas forcément poétiques, les fassent un peu rêver. Et rêver en regardant les étoiles. Je crois que nos responsables se trompent quand ils s'imaginent qu'en nous proposant des horizons raisonnables, comme ça, avec une planification de notre avenir selon des critères quantifiables, ça nous emmerde, ça. Et puis on pense qu'on mérite plus. C'est ça, la nostalgie. Mais c'est pas la mélancolie. La mélancolie, c'est le slave. L'histoire nous veut du mal. Elle nous a toujours voulu du mal, nous en voudra toujours. C'est la saudade du portugais. La vie est pas marrante, elle l'a jamais été, elle sera jamais. Non, on a une grande aptitude au bonheur, mais on a une exigence d'altitude. On est des épicuriens, des jouisseurs, la gastronomie, le pinard, les impressionnistes quand même. La seule grande école picturale française, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la saveur. On fait de la saveur avec de la couleur. Bon, et en même temps, on a une exigence d'altitude spirituelle. On est le pays de Cluny et de Cîteaux. Et cette exigence génère une insatisfaction qui fait qu'on est à peu près ingouvernable. Et donc, vous voyez, le tempérament français, que j'aime beaucoup, est fait de ces ambivalences. Ces contradictions. Par exemple, on veut un chef, un roi ou président, peu importe, un chef qui
qui nous protège contre les grands, les privilégiés. Toujours. On est assez césarien, au fond. Ça, Jules César nous a légué ça. Mais en même temps, on veut le combattre comme Versailles. Dès qu'on l'a juché sur un trône ou à une présidence quelconque, alors là, c'est le côté mazarinade. Il faut qu'on le débine. Hein, et là, on est chansonnier, on est Amadou, Jacques Maillot, Coluche, tout ce que vous voulez. On le déquille. On est les deux. Vous voyez, bon, ben c'est ça le tempérament français. On a cette nostalgie, en même temps on a un bon rire, on n'a pas l'humour anglais ou l'humour juif qui sont plus subtils, qui sont pas loin de Léonie. Nous, pour nous, c'est le rire de Fernandel, de Funès, de Bourvil, c'est franc. Tout nous fait rire, y compris nous, parce que je crois qu'au fond, on prend rien au sérieux, les Français. On est quand même un peuple assez métaphysique, mais comme on est des bons jouisseurs, ça nous rend pas tristounés. Hein, nos voisins, je ne veux pas les nommer, mais à l'exception notable des Italiens, je veux dire, nos voisins, c'est un peu tristouné. Ils ont 1000 qualités, y compris des qualités, mais ils prennent la vie humaine et sociale au sérieux. Pas nous. Alors, il nous reste 1 minute 30 pour terminer l'émission. J'aimerais bien que vous nous disiez, Denis Tillinac, après ce formidable portrait du tempérament français et de la France qu'on a essayé de présenter dans cette émission, ce portrait de vous aussi, est-ce qu'il y a encore un rêve que vous voudriez absolument accomplir d'ici quelques temps, enfin, et si oui, quel est-il ce rêve? Que ce soit concernant la littérature ou complètement autre chose. Hein. Pour que mes... bon, rien, que les miens soient préservés du malheur et que je produise un jour un livre de grand écrivain français, si j'en suis capable, ce qui n'est pas approuvé. Ça n'engage que vous. Moi, je trouve que vous avez un style truculent qui me plaît énormément. Mais en tout cas, je vous le souhaite, si c'est ce à quoi vous aspirez. C'est gentil. Je vous souhaite que cela arrive dans la dimension où vous le souhaitez. Je vous remercie infiniment d'être venu témoigner de votre amour pour la France, de votre identité de catholique aussi dans cette émission. Puis je vous souhaite bon vent. C'est gentil. À travers moi aussi, notre France. Bon vent. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.